mon prochain invité à quelques reprises. C'est un médecin suisse qui était venu me présenter des livres qui traitaient de médecine alternative, de lâcher-prise, de blessures d'abandon. J'étais loin de me douter qu'il avait un passé aussi spectaculaire que celui dont j'ai pris connaissance dans un livre qui s'appelle « J'ai failli laisser mon âme, survivre à la guerre et aux troubles de stress post-traumatique ». C'est le docteur Daniel Dufour qui publie ça aux Éditions de l'Homme. Il est avec moi. Bonsoir, docteur Dufour. Bonsoir. Quand vous étiez venu me parler de blessures d'abandon, puis de tout ça, je ne savais pas que vous aviez été médecin de guerre au point de vous traumatiser, de vous faire vivre un choc post-traumatique extrêmement aigu, et on comprend pourquoi après avoir lu les aventures que vous avez vécues. Vous vouliez pas en parler? C'est nouveau que vous assumiez ça? Oui, c'est très nouveau. Au début, c'était quelque chose dont j'ai très rarement parlé, ni du reste à mes enfants, ni à mes proches, parce qu'on garde ça pour soi, tellement c'est difficile à vivre. Puis deuxièmement, de le partager, c'est assez compliqué parce qu'on ne va pas décrire par le menu ce qu'on a vécu. Et donc, on s'enferme petit à petit. Puis ça, c'est un peu la base aussi du trouble de stress post-traumatique. Puis en plus, je n'aime pas parler de moi. Ça, c'est une... Ah ben là, on va en parler quand même pendant quelques minutes. C'est quand même assez exceptionnel, votre destin. Vous avez été sur plusieurs scènes de guerre. Vous êtes d'abord un chirurgien. Et pour la première fois, vous vous rendez en Rhodésie, Zimbabwe. Et vous découvrez ce que c'est que la médecine de guerre. Et là, vous nous expliquez, parce que vous allez dans différents pays, vous allez aller au Liban, vous allez aller au Pakistan, en Iran aussi, vous vous promenez un petit peu partout. Et ce qu'on comprend, c'est que la médecine de guerre, ça n'a rien à voir avec la vraie médecine. Vous faites des choix déchirants tout le temps. Vous devez choisir qui va survivre et qui va mourir, parce que vous êtes constamment dans l'urgence. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans cette médecine-là? Ben, c'est un peu l'adrénaline que l'on a, dans le sens que c'est des décisions qu'on doit prendre rapidement. On est en plein cœur des événements aussi politiques de la guerre. Et puis, on a une urgence à intervenir, puisque d'une part, il y a beaucoup de blessés, peu d'équipes chirurgicales. Et donc, c'est là où on doit faire ce triage chirurgical, c'est-à-dire décider de ceux qui vont mourir, parce qu'ils sont trop gravement blessés ou atteints, de ceux qui sont, j'allais dire, des blessés mineurs, et puis la catégorie qu'on va pouvoir opérer, mais qui est une catégorie qui évolue constamment. Donc on est dans l'urgence, et puis c'est des choix qui sont évidemment difficiles à faire. Qui sont déchirants aussi d'un point de vue moral, de savoir, vous êtes comme le bon Dieu, là. Lui, bon, ça ne donne rien de l'opérer, on risque de le perdre, lui on risque moins de le perdre, je le prends, donc vous décidez que celui-là va mourir, là, dans le fond. C'est clair que c'est des choix excessivement importants, qui doivent être pris dans l'urgence, et puis qu'on ressort de ça toujours un peu frustré, parce qu'on se dit, nous aurions pu en sauver plus. Et ça, c'est ce qui va petit à petit un peu miner le moral, dans le sens qu'on est tout le temps en train de se culpabiliser, de se dire, mais j'aurais dû, il aurait fallu, alors que on a fait le maximum. Et même, il y a des moments, il y a une scène forte qui vous revient d'ailleurs, parce qu'on parlera de ce que c'est que le choc post-traumatique, mais il y a une scène forte où, en Thaïlande, je pense, il y a un camp de réfugiés qui est attaqué, il y a une jeune femme qui traverse un champ de mines, il y a des gens qui traversent des champs de mines, et il y a des explosions. Vous voyez les gens éclatés en mille morceaux devant vous, et il y a cette femme avec son bébé qui explose, et contre toute attente, vous avez dit à votre groupe, traversez pas parce qu'il y a des mines. Alors, vous y allez quand même. Vous tentez de la sauver au péril de votre vie. Il n'y a rien qui explose et vous faites un garrot pour éviter qu'elle meure au bout de son sang, mais elle meurt quand même. Et c'est une scène très forte qui vous hante longtemps, là. Oui, c'est une scène, d'une part, elle me hante parce que, évidemment, j'ai failli à tout ce que j'avais demandé à mon équipe de ne pas faire, c'est-à-dire surtout pas aller sur le champ de mine. Deuxièmement, de voir cet enfant avec ses immenses yeux qui s'éteint dans vos bras, c'est quelque chose de difficile, très difficile. Et c'est quelque chose qui est remonté peu après. Ça a été en fait le premier flashback ou reviviscence, comme on les appelle, que j'ai eu, et où on revoit la scène, on revit cette scène, avec toute l'horreur de la scène et toute la tristesse, la colère aussi que l'on a. C'est ça le choc post-traumatique, parce que pendant le trois quarts du livre, vous nous décrivez des scènes
n'importe qui en vivrait une seule et aurait un choc post-traumatique. Vous en vivez une litanie pendant des années. Entre autres, il y a cette idée qui me revient. En Éthiopie, quand il y a eu la famine en Éthiopie, vous êtes là, vous devez trier encore des enfants qui arrivent décharnés. Lui va survivre, lui ne survivra pas. À qui quels efforts on va consacrer à qui? Et vous devez laisser partir des enfants et vous regardez les mères qui vous regardent. Vous dites qu'il n'y a pas de haine, mais il y a comme une résignation. Mais vous venez de dire, OK, on ne s'en occupe pas de celui-là. Moi, je veux dire, juste vivre ça une journée pour quelqu'un, c'est assez pour créer un choc post-traumatique, pour être hanté par ça toute sa vie. C'est très difficile, surtout avec les enfants. Moi, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué. Un enfant, il n'a rien demandé, il est là, il est victime de ce qui se passe autour de lui. Et c'est vrai que quand vous faites ce signe à la personne, à la mère qui a l'enfant dans ses bras et qui vous le présente, c'est chaque fois quelque chose de terrible. Et quand vous avez 1000 enfants devant vous et que vous en prenez 5 seulement, c'est quelque chose qui est lourd. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle, c'est pas quelque chose qui me laisse indifférent, même si j'estime être guéri de ce trouble de stress post-traumatique, mais c'est encore quelque chose qui m'émeut beaucoup. Parce qu'il y a ces enfants-là, mais il y a aussi vous, votre sécurité personnelle. À un moment donné, vous vous retrouvez avec un pistolet là, en plein front, quelqu'un qui vous dit je vais te tuer. Et finalement, vous palabrez avec lui et puis vous vous rendez compte que vous avez été sauvé par un interprète. Parce qu'il fait... vous êtes un peu arrogant, vous dites tu ne tireras pas, puis tu vas sauver... lui, il voulait tuer vos blessés dans votre ambulance. Tu ne tueras pas mes blessés, puis tu ne me tueras pas non plus. Puis, et finalement, ça s'apaise et vous réussissez à vous sauver. Vous êtes bien content de votre coup, puis vous expliquez ça à votre traducteur qui vous dit, dans le fond, je t'ai sauvé la vie, puis j'ai jamais dit ce que tu dis. Avoir dit ce que tu disais, tu serais mort. Tout à fait. D'autant plus que la personne venait déjà d'abattre des blessés que l'on transportait. Et c'est vrai que moi, j'étais très en colère, donc je lui disais tout ce que j'avais à lui dire, mais heureusement, pour moi, le traducteur traduisait complètement le contraire, en l'implorant de me sauver la vie, de me laisser en vie et tout. Alors, donc, ce sont des aventures assez extraordinaires. Je vais vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre et vous avez une vie assez extraordinaire. Au retour, on va parler de la façon dont vous avez réussi à surmonter ce choc post-traumatique-là dans 3 minutes après la pause. Les cils se font somptueux. Nouveau mascara Lash Sensational Somptueux de Maybelline New York. Une formule enrichie d'huile précieuse et une brosse éventail révèle des cils plus denses et plus doux. L'effet ultra déployé se fait somptueux. Nouveau Lash Sensational Somptueux. Avec moi, le docteur Daniel Dufour, qui a écrit « J'ai failli y laisser mon âme » aux éditions de l'Homme. Il a pratiqué la médecine de guerre, s'est retrouvé dans des situations extrêmement éprouvantes pour le système nerveux. Et donc, tout au cours du livre, on vous racontez votre progression. Et au fur et à mesure, il y a des symptômes du choc post-traumatique qui s'installent. Et vous vous isolez. Vous ne partagez pas vos émotions avec votre femme. Votre humeur devient un petit peu, je dirais, uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y a ni de haut ni de bas. Donc, on sent ces symptômes-là, mais vous passez au travers. Et finalement, vous décidez de prendre une pause et vous allez à Londres prendre une pause d'1 an. Et c'est là que ça se déclenche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme des crises. C'est quoi ces crises? Tout d'un coup, à la suite d'un bruit, vous sentez quelque chose de très difficile à supporter dans votre poitrine, comme une espèce d'angoisse, si vous voulez, une crise d'angoisse, mais remontent à ce moment-là des visages, les visages des gens dont j'avais fait le triage, qui accusent pas, hein, ils sont là et ils reviennent. Des gens qui sont morts parce que vous avez dit, toi, tu n'étais pas dans le groupe qui va se faire soigner. Ils reviennent un par un, comme si je les avais vus pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Et précisément, vous avez vraiment une idée précise, vous revoyez les visages. Vous voyez, vous l'avez. Donc en fait, ça vous prouve que vous n'avez rien oublié. Et puis deuxièmement, ces visages remontent et c'est évidemment excessivement douloureux. Vous avez l'impression d'avoir un vide complet dans votre ventre. Et vous dites, ça fait tellement mal qu'on en râle, littéralement. C'est vraiment des cris de bêtes presque, blessées. Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, puis après ça s'apaise. Puis vous vous relevez de ça en vous disant, j'espère que ça ne reviendra plus jamais. Mais c'est revenu quand même. Vous savez pas très bien ce qui vous arrive du reste, même si vous êtes médecin, parce qu'à ce moment-là, il y a 30 ans, le trouble de stress post-traumatique n'existait pas.
n'était pas encore bien décrit. Mais on n'en parlait pas, ouais. Voilà, et ça revient. Et à quelle fréquence ça revenait? C'était souvent des bruits ou Je me souviens, j'étais dans un pub à Londres et il y a eu un bruit de verre. Et ça a déclenché le retour, parce que ça devait évidemment être à peu près le même bruit qu'une balle qui sifflait ou une grenade qui explosait. Et à partir de là, ça remontait. Ou des odeurs aussi. Les odeurs, j'ai vécu des charniers et c'est quelque chose qui évidemment déclenche la vision ou un ressenti qui est très douloureux, que vous pouvez difficilement expliquer. Vous ne savez pas pourquoi ça remonte et pas autre chose. Mais c'est des choses que vous avez vécues, ça c'est très clair. Alors, souvent, on va donner des médicaments très forts pour geler cette douleur-là. Vous avez emprunté la voie de la médecine douce. Vous êtes déjà venu me parler du genre de médecine que vous pratiquez. Alors, en quoi ça vous a aidé pour vaincre ce syndrome-là? Alors déjà, donner des médicaments, normalement dans le trouble de stress post-traumatique, on essaye de ne pas en donner, parce que justement, on essaye au contraire que les personnes puissent un peu exprimer. Alors, j'aurais une image à donner. Si on prend un animal qui va se faire dévorer par un lion et tout, au moment où il est pris et capturé par le lion, il fige. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on est agressé ou quand on est un professionnel comme les pompiers, les policiers et tout. On nous apprend à figer. Et figer, ça veut dire qu'on emmagasine toute une énergie en nous. D'accord ? On n'a pas la possibilité de fuir, on n'a pas la possibilité d'agresser. Qu'est-ce qui fait l'animal si par hasard le prédateur a pu partir pour aller chasser une autre proie? Il se relève, il est complètement titube, et puis il shake, il bouge, et puis il repart retrouver le troupeau. Et c'est ça qu'il faut essayer de débloquer. C'est-à-dire cette énergie qui a été bloquée quand la personne qui subit un traumatisme qu'elle a emmagasiné. Et ça se débloque comment, ça? Ben, ça se débloque en exprimant, parce qu'il y a une colère. Parce que vous n'avez pas parlé du tout pendant les années, là, vous avez parlé, vous écrivez un livre, mais au-delà de l'expression, vous faites des exercices de cri primal ou je sais pas Non, quoi? alors c'est vraiment essayer soit de revenir dans le traumatisme, soit à la périphérie, parce que souvent dans le traumatisme on n'y arrive pas, mais juste après ce qui s'est passé, essayer de ressentir ce que l'on ressent. C'est-à-dire souvent une énormissime colère, parce qu'il y a eu cette impuissance de devoir subir. Donc vous êtes fâché beaucoup après? Oula, beaucoup. À cogner dans des sacs ou je sais pas quoi? Oui, Qu'est-ce que vous avez fait? sur des souches dans les Ah, forêts. ouais. Et c'est assez intéressant, parce que moi j'ai expliqué ça à mes patients, puis je ne le faisais pas moi-même. Et finalement, en faisant ce que je recommandais à mes patients, ben, c'est là où les choses ont commencé à aller mieux. J'ai pu me libérer de cette énergie qui était bloquée. Parce que ce qui est intéressant, vous êtes servi de votre expérience personnelle pour aider les autres. Et vous êtes un peu spécialisé là-dedans parce que vous l'avez vécu et vous avez réussi à arranger les choses pour vous-même. Si vous voulez, on va faire une pause et au retour, on va voir comment ça s'est traduit concrètement dans le reste de votre vie en 3 minutes après la pause. Avec moi, le docteur Daniel Dufour qui nous parle du trouble de stress post-traumatique. Il a écrit un livre, lui, qui a pratiqué la médecine de guerre et qui a vécu ce stress-là subséquemment. Alors, vous m'avez dit, j'ai fait des exercices, j'ai réussi à me débarrasser de ça, mais ça prend combien de temps? Parce que moi, je reçu des anciens soldats, ça fait des années, ils ne sont pas capables. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, ça ne se fait pas d'une façon magique en criant une fois. C'est quelque chose de long qui demande du temps, qui demande aussi beaucoup d'essayer de se remettre dans le moment présent pour essayer de retoucher ces émotions qui ont été remises en soi et surtout gardées très profondément. Mais petit à petit, on arrive à se libérer. Mais c'est la seule façon, parce que j'avais essayé moi-même, en tant que patient, de suivre les filières classiques, et ça ne marchait pas. Et petit à petit, je me suis libéré de cette... Mais avec des exercices ou... Simplement en recontactant la colère que l'on a face à l'impuissance. Donc vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup ragé? Beaucoup crié aussi.
seul, hein, pas devant les autres. OK, donc vous faites ça chez vous ou vous Plutôt étiez... en nature, parce que ça OK, en permet de- méditation, à un moment donné, vous revivez ces images-là que vous aviez, là, ces jeunes Voilà. personnes qui mouraient. Là, On est à la périphérie de la scène et on va chercher ce qu'on ressent d'avoir laissé mourir ces gens ou bien d'avoir pas pu les aider comme on aurait aimé le faire ou par rapport à la scène même qui est d'une violence inouïe, de sortir ce que l'on ressent par rapport à Mais ça. c'est, je dirais, un traitement alternatif. Et quand vous étiez venu me parler de blessures, d'abandon, etc., vous êtes critiqué quand même d'utiliser cette médecine douce. Là. C'est pas tout le monde qui réussit à se guérir du choc post-traumatique de cette façon-là. Écoutez, ça fait presque 30 ans que j'accompagne des gens parce que je suis installé depuis 30 ans à peu près. Et il y a beaucoup de gens qui ont pu bénéficier de ça. Alors, tous ne sont pas guéris parce que je serais un peu gonflé de dire ça, mais il y en a beaucoup qui ont pu être accompagnés, qui vont nettement mieux, alors que pendant très longtemps, ils étaient pas tellement bien. Ils allaient un peu mieux, c'est-à-dire, comme on dit, ils fonctionnaient mieux, mais ils n'étaient pas guéris. Et ça marche vraiment bien. Donc, c'est une autre voie qui peut être privilégiée. Mais pour connaître votre histoire à vous, parce que ça commence par briser cette omerta-là, on peut lire « J'ai failli laisser mon âme, survivre à la guerre et aux troubles de stress post-traumatique » aux éditions de l'Homme. C'est un excellent livre. J'en lis beaucoup dans une année, puis c'est un des meilleurs que j'ai lu cette année. Merci beaucoup, Dr. Dufault. Toujours un plaisir. C'est tout en ce qui nous concerne. Ce soir, on se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.